Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche sur le plateau de France 2 pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. On l'appelait le précieux maître de Blanche Colline. Nous avons souhaité rendre aujourd'hui hommage à Bokar Rinpoche, ce grand maître tibétain de la lignée Shangpa Kagyu qui nous a quittés il y a bientôt 10 ans. Renommé pour sa réalisation, sa bonté et la clarté de l'expression de son enseignement, il exerça une profonde influence sur ses disciples, notamment en Occident. Alors, qui était vraiment Bokar Rinpoche ? Quel a été son parcours? Qu'en est-il de ses enseignements? Et enfin, quelles sont les principales qualités qui ont marqué ses disciples? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité. Lama Tshöki, bonjour. Bonjour. Vous avez rencontré le bouddhisme en 1976, c'était avec Kalu Rinpoche. Vous avez ensuite souhaité entamer une retraite de 3 ans. Vous avez rencontré votre maître, Bokar Rinpoche, dont vous êtes d'ailleurs devenu l'interprète par la suite. Et aujourd'hui, donc, vous partagez votre temps entre votre activité d'interprète et d'éditeur. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, j'ai tout de suite envie de savoir ce que représentait pour vous Bokar Rinpoche, car j'imagine qu'étant donné qu'il était votre maître, ce devait être une sorte de trésor pour vous. C'était un grand trésor. Bokar Rinpoche, je l'ai rencontré pour la première fois en 82. À ce moment-là, on était en retraite de 3 ans. Et donc, dès qu'il est entré dans la salle où on était, dans le temple, je me suis mis à pleurer. Je n'ai pas pu arrêter de pleurer tout le temps qu'il était là. Et c'était comme un grand éblouissement. Et effectivement, c'est resté, et ça restera pour toujours un grand trésor dans mon cœur. Oui. Oui, d'ailleurs, vous avez donc été son interprète jusqu'à sa mort en 2004. Et que représente-t-il plus largement dans le bouddhisme tibétain? Moi, c'est ce qu'on appelle un tulku, donc la réincarnation d'un maître. Mais hiérarchiquement, il n'était pas grand-chose, il était dans la lignée Karma Kagyu. Et il s'est vraiment révélé au fur et à mesure par ses qualités. Ce qui fait que, disons, dans la dernière période de sa vie, il était extrêmement révéré, aussi bien par le Dalai Lama, par le Karmapa, par beaucoup de grands maîtres des différentes traditions. Et on va dire, c'est pas quelqu'un qui a hérité d'un grand nom, c'est quelqu'un qui s'est révélé par ses grandes qualités. Alors revenons justement sur son parcours. Comment s'est passée tout d'abord sa reconnaissance comme tulku, donc comme réincarnation d'un grand maître? Donc quand le précédent lama, qui était un lama qui vivait dans l'ouest du Tibet, est décédé, d'abord, comme ce n'était pas quelqu'un de très important, les responsables du monastère ont pensé qu'on ne chercherait pas tulku, ce n'était pas la peine. Donc ils sont allés voir le Karmapa, il me dit voilà, on vient vous offrir le monastère, toutes les affaires personnelles, parce que bon, maintenant c'est fini. Et le Karmapa lui dit non, gardez tout, parce qu'il y aura un tulku. Il y aura un tulku, et il a donné des indications très précises 2 ou 3 ans après. En particulier, il a dit que vous chercherez un enfant qui a comme un petit kyste ici, ce qu'avait aussi son prédécesseur. Il a donné le nom de la mère, le nom du père, il a décrit le village de nomades, et c'est sur ces indications qu'il a été retrouvé. Il avait 2 ou 3 ans à l'époque. Et comment s'est déroulée ensuite sa formation? Donc d'abord, il a été formé dans le monastère de son prédécesseur, qui est un petit monastère donc, de l'est du Tibet, de l'ouest du Tibet. Et puis, à un moment, quand il avait 11-12 ans, il était allé en vacances chez ses parents, comme il le faisait régulièrement. Et son père, qui était très émotif, n'a pas voulu le laisser repartir au monastère parce que l'enfant pleurait. Il dit non, je ne veux pas retourner au monastère, je veux rester en famille. Et ça, c'est une situation un petit peu difficile, dont les responsables du monastère se sont dit, bon, si on veut vraiment poursuivre son éducation, il faut absolument trouver un moyen. Donc ils sont allés voir le Karmapa de nouveau, et le Karmapa a compris la situation, il a envoyé une lettre et il dit envoyez-le dans mon monastère, dans le Tibet central. Et là, les parents, c'était impossible pour eux de refuser. Donc là, il est allé étudier dans le monastère du Karmapa pendant 3 ans. Après, il est revenu dans son monastère. Et quand il a eu 19-20 ans, il est retourné à Tsurpu, dans le monastère du Karmapa, dans l'idée de vouloir faire une retraite de 3 ans. Et que s'est-il passé à ce moment-là? Il s'est passé, c'est que l'armée chinoise est arrivée à Lhasa. Donc, ce n'était pas tout à fait le moment de faire une retraite de 3 ans. Donc, le Karmapa lui a dit non, c'est impossible. Il lui a dit retournez dans votre monastère. Il est retourné dans son monastère et 15 jours après, il a pris la fuite. Il s'est réfugié au Népal. Donc, ensuite, il arrive en Inde. Je crois que c'est là qu'il rencontre Kalu Rinpoche. Voilà, il arrive en Inde. Et effectivement, il se trouve qu'à un moment, il est à Darjeeling, dans un monastère qui s'appelle Bhutia Basti, où il y avait pas mal de réfugiés tibétains, dont Kalu Rinpoche. Et c'est là qu'il le rencontre.
Et comme il va devenir vraiment son maître principal avec le Karmapa, moi j'avais toujours imaginé que c'était une rencontre un petit peu romantique, extraordinaire. Et un jour je lui ai demandé comment s'est passée cette rencontre. Il m'a dit, mais d'abord j'ai rien ressenti, j'ai surtout vu un lama qui avait l'air très vieux alors qu'il ne l'était pas. Et il m'a dit, c'est petit à petit que j'ai découvert les qualités extraordinaires de Kala Rinpoche. Donc il a surtout fait des retraites sous sa direction. Après, Kala Rinpoche l'a nommé lui-même maître de retraite. Et il est resté le grand disciple de cœur de Kala Rinpoche jusqu'à la fin de la vie de Kala Rinpoche. Alors effectivement, il y a deux aspects dans ce que vous venez de dire. C'est qu'on ressent que Bokar Rinpoche a toujours souhaité faire des retraites. C'était important pour lui. Hein. Et en même temps, il a hérité d'un certain nombre de responsabilités que lui a confiées Kala Rinpoche. Ouais, son désir, c'était de vivre en ermite, en fait. Ouais. Et c'est Kala Rinpoche qui lui a dit peut-être, mais peut-être aussi c'est très difficile et peut-être vous serez plus utile en restant à la responsabilité des monastères. Donc du coup, il a suivi les conseils de Kala Rinpoche. Et il a fondé donc son propre centre de retraite. Donc il a fondé son propre centre de retraite dans la région d'Arjiling, aussi un endroit qui s'appelle Mirik. Et au début, il voulait juste fonder un centre de retraite consacré à la divinité Kalachakra. Quand est-ce que c'était? C'était en 83. Oui. Et effectivement, d'abord, il y avait simplement quelques cellules. Lui-même avait un ou deux moines avec lui, un ou deux laïcs comme serviteurs. C'était très, très, très petit. Et après, des familles ont souhaité envoyer leur enfant comme moine auprès de lui. Et il a senti qu'il ne pouvait pas refuser. Donc petit à petit, ce centre de retraite s'est développé en monastère. Et aujourd'hui, il y a 500 moines dans le monastère. Effectivement. Alors, il a eu également une grande influence sur les Occidentaux. Dans quel contexte est-ce qu'il a commencé à voyager en Occident? Est-ce que c'était avec d'autres grands maîtres? Comment ça s'est passé? Non, à l'époque, il avait un disciple occidental principal qui était un Danois. Et ce Danois l'a invité à venir en Occident. Et lui-même, Bokar Rinpoche n'avait pas grand désir de venir. Donc il est venu, et en même temps, Kala Rinpoche lui a dit puisque vous allez en Occident, visitez mes centres, enseignez un peu dans mes centres. Donc il a commencé à enseigner dans les centres de Kala Rinpoche. Donc il venait un petit peu tous les ans, tous les 2 ans, passer un mois ou deux en Occident, principalement en France. Et c'est un mode d'enseignement qui ne lui a pas vraiment convenu, parce qu'il pensait qu'on n'arrivait rien à faire de profond. Il fallait aller 2 jours là, 3 jours là, donner un petit peu sur ci, un petit peu sur ça. C'était trop dispersé, en fait. C'était dispersé. Ouais. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, il a décidé de changer. Il a dit, je vais faire en Inde un séminaire pour convier mes disciples occidentaux, où là, je leur donnerai les enseignements comme j'ai envie de leur donner. Donc, il y a eu un premier séminaire en 92. On a fêté cette année le 20e anniversaire. Et disons, les participants ont vraiment été enchantés parce que Bokar Rinpoche leur a donné non seulement des instructions, mais il leur a donné un programme de pratique très très précis pour chaque journée, pour toute l'année. Et Bokar Rinpoche lui-même, l'année suivante, a été enchanté parce qu'il a vu que les gens avaient suivi ce programme qu'il avait donné. Donc ça l'a encouragé. Ça l'a encouragé parce qu'il avait des doutes en fait. Il pensait que les Occidentaux avaient du mal à faire quelque chose de suivi et de sérieux. Et là, il a vraiment été enchanté, ravi. Et c'est pour ça qu'ensuite, il a continué. C'était aussi quelqu'un qui, vous l'avez mentionné, avait de grandes qualités. Quelle est celle qui vous a le plus touché en tant que disciple? Donc, selon moi, il avait toutes les qualités. Mais en plus, je pense que c'est vrai. Et tous les grands maîtres, je pense, ont toutes les qualités. Et après, comme vous le dites, il y a celles qui sont les plus visibles. Ouais. Donc, chez Bokar Rinpoche, ce qui était très, très, très visible, c'était une immense bonté qui apparaissait sur son visage, sur son sourire, dans sa présence même, il y avait cette immense bonté qui transpirait en permanence. Et ça, tout le monde en était vraiment touché, très touché. Beaucoup de gens, même simplement en le voyant, pleuraient, comme moi je l'ai fait. Et en même temps, il avait toutes les autres qualités, mais celle-là était évidente. Alors revenons maintenant sur ces derniers instants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans quelles circonstances est-ce qu'il a quitté donc son corps et comment est-ce que ça s'est passé par la suite? Donc il est décédé en 2004, donc dans sa 64e année. Et apparemment, il avait la prescience qu'il allait décéder. Il avait laissé quelques indices que les gens n'avaient pas compris sur le coup. Par exemple, 1 an avant, il réunit les responsables du monastère et il leur dit je crois qu'à 65 ans, je vais prendre ma retraite. Donc maintenant, il faut que vous soyez bien formés, etc. Donc les responsables du monastère se sont dit mais c'est bizarre, on n'a jamais entendu parler d'un lama qui allait prendre sa retraite. Peut-être Bokar Rinpoche, il est allé trop en Occident, il va prendre sa retraite et tout.
Et après, ils ont compris, c'est parce qu'il est décédé, quoi. Et quand il est décédé, en fait, il est décédé on pense d'une crise cardiaque, tout c'est très très rapide. Après, il est resté 3 jours, ce qu'on appelle en Tukdam, c'est une méditation profonde où le corps, il n'y a pas de lividité cadavérique, le corps reste très souple, la tête ne s'affaisse pas. Donc comme tous les grands maîtres, en fait. Comme beaucoup de grands maîtres, voilà. Et au bout de 3 jours, donc il a quitté cet état de méditation. Moi, j'y étais pas, mais non, il y avait paraît-il, des arcs-en-ciel. Après, il y a comme des petites perles de couleur qui sont tombées de son corps, fait toutes sortes de signes extraordinaires. Et son corps a été conservé. Il était embaumé et il est conservé dans son monastère. Alors on imagine que cela a donné lieu à de nombreuses célébrations, cérémonies. Comment est-ce que ça s'est déroulé ? Il y a eu des grandes cérémonies, oui, comme un grand maître décède, on fait des grandes cérémonies. Quand on fait des cérémonies pour un défunt ordinaire, c'est pour aider le défunt. Quand on fait des cérémonies pour un grand maître, il n'a pas besoin de notre aide. C'est plus pour le bien des disciples, disons. Donc il y a eu des très grandes cérémonies, beaucoup de grands maîtres qui sont venus, le Karmapa qui est venu, etc. Alors, Lama Chökyi, qui a pris sa succession dans le monastère de Mirik en Inde ? Oui, donc le monastère a eu une grande chance, c'est que Bokar Rinpoché, depuis son enfance, avait un compagnon qui s'est révélé lui-même un excellent lama, un excellent érudit, qui s'appelle Khenpo Döngyö Rinpoché, et qui était de 3 ans son cadet. Et donc, il a fort heureusement pris la succession, à la fois la responsabilité du monastère, la responsabilité des séminaires à l'intention des Occidentaux. Et c'est quelqu'un, je pense, dont le cœur a repris l'essentiel de l'esprit de Bokar Rinpoché. Quand on le voit, quand on l'entend parler, quelquefois on a l'impression que c'est Bokar Rinpoché lui-même qui parle. Et alors, qu'en est-il de sa réincarnation ? C'est vrai que c'est un peu une question qu'on se pose. La responsabilité de reconnaître sa réincarnation incombe à sa sainteté Karmapa, qui a reçu beaucoup de demandes officielles et qui répond toujours c'est une grande responsabilité de reconnaître un tulku comme celui-là, je ne veux surtout pas me tromper, et qui ne dit rien de plus. Donc pour le moment, tout le monde attend et on ne sait pas. Mais est-ce que Bokar Rinpoché lui-même aurait laissé quelques indications ? Est-ce que l'on sait ce genre de choses ? Bokar Rinpoché disait, et sérieusement, je ne souhaite pas être reconnu comme tulku, parce que de nos jours, il y a beaucoup de problèmes avec les tulkus. Donc il avait ce souhait. Maintenant, ça, bien sûr, c'est son souhait personnel. En même temps, je pense que pour le bien de ses disciples, pour le bien de son monastère, ce serait bien qu'il revienne. Donc nous souhaitons qu'il revienne, qu'il soit reconnu. Bon, il peut déjà être là et ne pas être reconnu, ça c'est autre chose. Mais oui, nous souhaitons tous ardemment pouvoir le revoir de nouveau, bien sûr. Vous nous tiendrez au courant ? Bien sûr. Merci beaucoup, Lama Chökyi, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour découvrir plus profondément le parcours de ce grand maître, voici quelques ouvrages que nous vous proposons, tous les 3 édités chez Claire Lumière. Tout d'abord, 2 biographies de notre invité Lama Chökyi, Bokar Rinpoché, le précieux maître de Blanche Colline, Vie de Bokar Rinpoché, lama tibétain, où l'on retrouve à travers l'histoire de son parcours un témoignage émouvant et précis sur la civilisation tibétaine, ainsi que sur l'adaptation des réfugiés à l'Inde et au monde moderne. Et enfin, de Bokar Rinpoché lui-même, Un cœur sans limite, une explication d'un texte tibétain du XIIe siècle, les 7 points de la transformation de l'esprit, célébré et encore commenté de nos jours par tous les maîtres de la tradition, où sont abordées la méditation ou encore, entre autres, la compréhension de la nature de l'esprit. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau dimanche.